Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3334 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 20 juin, avec des anniversaires. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Et on commence tout d'abord avec Hugo Ekitike, donc attaquant français de l'équipe de Francfort. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. N'oubliez pas que ce joueur pourrait partir là, lors du prochain mercato. Francfort en veut 100 millions d'euros, on verra. Bon anniversaire à lui. Un autre attaquant, Nicolas Jackson, l'avancante sénégalais de Chelsea, fête aujourd'hui ses 24 ans. Un autre attaquant, Gonzalo Ramos, l'attaquant du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 24 ans également. Pedro, tiens, également avançant de l'équipe de Flamengo, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On peut voir aussi Kolasinac, un ancien joueur de Marseille, maintenant il a l'Atalanta Bergame, 32 ans. Mitchell Baker, arrière gauche de Lille, ancien joueur par exemple du PSG, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Kalidou Koulibaly, défenseur central sénégal de Al Hilal, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Donc voilà, beaucoup d'anniversaires aujourd'hui en ce 20 juin. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors des heures précédentes là, et on commence tout d'abord avec ce match, le Paris Saint-Germain contre Botafogo. Ça s'est joué en pleine nuit dernière, c'était à 3 h du matin, coup d'envoi. Donc je ne vous cache pas, je n'ai pas regardé le match, c'est peut-être le seul match que j'ai loupé du PSG cette saison. Bon bref, le PSG, je pense que j'ai rien loupé parce que Paris a été battu. Comme quand je me suis réveillé, j'ai regardé les résultats, c'est les premières choses que j'allais regarder sur mon téléphone et j'ai vu que Paris a été battu. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, le PSG a buté sur cette équipe coriace qui est Botafogo. Donc Igor Jésus a été l'unique buteur du match à la 36e minute de la partie. Bon, après, je vais regarder aussi le résumé, les stats, tout ça. Donc oui, le PSG a fait du Paris Saint-Germain beaucoup de possession, 75% de possession contre 25 pour l'équipe de Botafogo, 16 tirs pour le PSG contre 4 seulement pour Botafogo. Ça me fait rappeler les matchs du PSG en début de saison Ligue des Champions où Paris avait des stats comme ça mais ne gagnait pas le match. La nuit dernière, ça a été le même scénario. Paris a eu beaucoup d'occasions. Bon, c'est vrai que très peu de tirs cadrés, 16 tirs, seulement 2 tirs cadrés. C'est vrai que l'efficacité n'était pas du tout du côté du PSG. Et Botafogo est efficace, 4 tirs cadrés. Ils ont tout cadré, ils ont mis un but. Donc voilà, Paris de toute façon savait qu'ils n'allaient pas gagner tous les matchs. Paris était l'équipe à battre et du coup c'est Botafogo les premiers à battre cette équipe du PSG qui aurait mérité certainement mieux. Mais voilà, c'est le football. Après, pour moi, je ne suis pas inquiet, bien sûr, pour le PSG. Vaut mieux perdre là, on va dire, en match de poule que perdre après lors des matchs élimination directe. Si le PSG, bien sûr, se qualifie, parce que pour l'instant, Paris n'est pas du tout qualifié pour les huitièmes, vu qu'il y a une victoire, une défaite. Bon, ils joueront lundi leur qualif contre Seattle où il faudra absolument gagner. Mais voilà, c'est un match, c'est une défaite, c'est comme ça. Donc félicitations quand même aux Brésiliens Botafogo. Et 13 ans quand même qu'un club européen n'avait plus perdu contre un club sud-américain en Coupe du Monde des clubs. Avant le PSG cette nuit, il fallait remonter à 2012 et la défaite de Chelsea contre les Corinthians pour voir une équipe européenne perdre contre une équipe sud-américaine en Coupe du Monde des clubs. Voilà, ça faisait 13 ans. Il n'y avait pas eu un revers pour un club européen. Et c'est vrai qu'on se dit aussi du côté du PSG, donc est-ce que Luis Enrique a beaucoup fait tourner? Ce que je suis regardé aussi, c'est la compo. Parce que je n'avais pas vu la compo était annoncée officiellement à 2 h du matin. Moi, je dormais. Mais voici, donc il a fait quelques changements. Par exemple, on peut voir que Hernandez a remplacé Nuno Mendes qui a commencé sur le banc. Beraldo a remplacé Marquinhos qui a commencé sur le banc. Zaïre-Emery a commencé titulaire et du coup Neves a commencé sur le banc. Maïlu, c'est Fabien Ruiz qui a commencé sur le banc. Donc voilà, c'était quand même une équipe un peu bis. Bon, il y avait des cadres comme Kvaratskhelia, comme Hakimi, Pacho, Donnarumma ou même Vitinha. Mais ouais, il y a quand même la moitié des cadres qui étaient sur le banc. On les a fait rentrer en deuxième mi-temps pour essayer de revenir. Bon, ça n'a pas réussi parce que c'était un attaque-défense. Ils ont vraiment mis le bus, le Botafogo. Bon, tant mieux pour eux, c'est passé. Mais voilà, bon, c'est une défaite. Après, il faut noter aussi que le PSG, c'est quand même le 60e match officiel du PSG cette saison. On peut comprendre que les joueurs commencent à tirer la langue. Ils n'ont pas fait un match honteux, l'équipe parisienne. Surtout qu'ils ont heurté cette défense. Ils jouaient les 11 derrière. Botafogo, dès qu'ils avaient marqué, c'était fini. Voilà, c'était très compliqué après essayer de battre une équipe vraiment qui joue très bloc bas. Et surtout, le PSG était très mauvais en efficacité, comme un petit rappel. 16 tirs, 2 frappes cadrées. Donc voilà, si tu cadres si peu, c'est compliqué de marquer. On va parler de Ramos qui fête aujourd'hui son anniversaire, Gonzalo Ramos et Maïlu ont eu la note de 3 sur 10. Ils ont commencé titulaire, 3 sur 10 seulement. Donc c'est un match très compliqué de leur part. Et Kvaratskhelia a eu la meilleure note côté parisien, une note de 6 sur 10 pour Kvaratskhelia, mais ça n'a pas suffi pour une victoire, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et Luis Enrique, donc il a dit Botafogo est peut-être la meilleure équipe qu'on a affrontée cette saison. Donc Luis Enrique voit peut-être les Brésiliens meilleurs que Liverpool, le Bayern Munich, l'Inter, City ou Arsenal. En tout cas, ils ont bien défendu, contrairement à d'autres clubs comme l'Inter qu'on a pris 5, comme l'Atlético, là il y a quelques jours qu'on a pris 4. En tout cas, ils n'ont pas pris de but Botafogo. Ils ont peut-être joué les 11 derrière.
Ils ont su jouer de temps en temps en contre-attaque où ils ont fait quand même mal au PSG parce qu'ils ont quand même marqué un but et souvent cadré leur frappe. Mais voilà, pour Luis Enrique, c'était peut-être l'équipe la plus compliquée. De toute façon, on sait que les équipes sud-américaines, c'est des équipes coriaces, agressives. C'était pas une équipe européenne où le PSG a l'habitude de jouer contre ces équipes européennes-là. Donc voilà, c'était différent. C'est que le PSG est un peu tombé dans le piège, tout simplement. Bon, c'est rien d'alarmant, comme j'ai dit. C'est seulement une défaite en poule. Souvenez-vous, en match de poule aussi en Ligue des Champions, le PSG a enchaîné quelques défaites et après, ils ont gagné le tournoi. Donc, pour l'instant, c'est encore totalement jouable, bien sûr. Pour Paris, pour déjà se qualifier, bien sûr. Désiré Doué à la fin du match, donc ils ont eu 2-3 tirs, donc 4 tirs cadrés, voilà. Ils ont marqué, les grandes équipes doivent passer par ces défaites, c'est vrai. Tu ne peux pas tout gagner tes matchs, c'est pas possible. N'importe quelle équipe est obligée de perdre. Voilà, c'est le football, c'est comme ça. Donc Doué, il a dit après le revers du PSG contre Botafogo, ils ont été très efficaces devant le but. Pas comme nous, c'est une équipe très agressive. On a vu les vidéos, on a élevé notre niveau dans les duels. C'est l'efficacité qui nous a manqué, c'est vrai. C'est vrai que si l'efficacité aurait été là, comme ça avait été le cas il y a quelques jours contre l'Atlético, Paris aurait certainement gagné le match 2, 3, 4-1. Là, l'efficacité n'était pas là. Quand elle n'est pas là, ça fait comme les matchs en début de saison de Ligue des Champions, où tu perdais contre l'Atlético, contre toutes ces équipes où Paris dominait. Ils n'arrivaient pas à gagner le PSV où il y a eu un partout alors que Paris avait fait au moins plus de 30 frappes. Hier, c'était à peu près le même genre de match en gros. L'efficacité n'était pas du côté du Paris Saint-Germain. Donc ce match va nous servir à rebondir, bien sûr, on espère, pour la suite de la compète. Donc John Textor, donc lui, propriétaire de Botafogo. Donc lui, les gars, il savoure total. Donc lui, c'est la fête. Donc il gagne pour la première fois face au PSG avec Botafogo, parce qu'il a souvent affronté le PSG avec Lyon. Donc c'est le propriétaire également de Lyon. Lyon à chaque fois perd contre le PSG, mais cette fois-ci donc il bat enfin l'équipe parisienne, mais avec un autre club où il est proprio. Et Textor, après la victoire de Botafogo face au PSG, c'est tout, c'est pour tout le Brésil. Nous aussi on joue au football. Bon, quand il dit on joue au football, je trouve pas que l'équipe de Botafogo a vraiment produit un beau football hier. Ils ont gagné, oui, ça c'est bien. De toute façon, l'objectif c'est de gagner le match, bien sûr, donc c'est eux qui l'ont, donc tant mieux. Mais après, produire du football, non. La meilleure équipe hier qui a produit du football, c'est bien sûr le PSG. Mais au score, ça sert à rien de produire du beau football, il faut gagner. À la fin du compte, c'est les Brésiliens qui ont gagné, donc il ne peut pas dire qu'on produit du football. Non, tu as joué derrière, puis c'est passé, donc tant mieux, on va dire, pour son équipe. Et John Textor est obligé aussi de l'avouer. Il doit aussi dire que Paris est une grande équipe. Je dois admettre que le PSG n'est pas une petite équipe. J'ai discuté avec Nasser après leur victoire en Ligue des Champions. C'est une vraie et grande équipe. C'est un immense honneur pour moi et pour Botafogo d'affronter le PSG. Donc voilà, il avait dit ça avant le match. En plus, là, il savait encore plus vu que bien sûr il a battu le Paris Saint-Germain. L'entraîneur de Botafogo, donc déjà c'est John Textor qui est venu embrasser son entraîneur en plein direct après la victoire de Botafogo. Et Renato Pava, donc le coach de Botafogo, il a dit je pourrais faire un bisou de ma femme, que le bisou bien sûr de John Textor. Et on a tué le PSG avec leur poison, déclare l'entraîneur de Botafogo, un entraîneur portugais, Renato Pava. Donc une excellente équipe, un jeu collectif, tout le monde défend, tout le monde attaque dans cette équipe du PSG, c'est le grand secret du Paris Saint-Germain et on leur a rendu là pareil. Elle joue comme ça et gagne comme ça, c'est une équipe fantastique. Voilà ce qu'il a pu dire sur le PSG après cette victoire. Et juste concernant le buteur, le seul buteur du match, Igor Jesus, c'est lui qui a été élu homme du match de cette rencontre. 2 matchs, 2 fois élu homme du match, Igor Jesus, donc félicitations à lui. Il nous fait un gros début de tournoi, cet attaquant brésilien. Et à noter les gars qu'il y a eu quelques débordements en tribune, des supporters du PSG de Botafogo se sont battus en tribune. Voilà, j'ai pris 2 screenshots, mais en gros c'est une vidéo, ça se bat, bon, ça c'est pas très cool de ce qui s'est passé dans les tribunes. Et c'est vrai qu'on revient nous maintenant sur le football. Et incroyable, durant comme ce mondial des clubs, les équipes sud-américaines sont toujours invaincues, 8 matchs et toujours 0 défaite. On pensait peut-être Paris allait enfin battre une équipe sud-américaine. Non les gars, regardez, à toutes les équipes européennes qu'on joue ou même les équipes des autres continents, et à chaque fois les équipes sud-américaines, que ce soit les équipes brésiliennes ou argentines comme River Plate et Boca Juniors, il n'y a pas eu de défaite. Donc voilà, pour l'instant c'est 8 matchs. Toujours invaincu. Notez qu'une équipe sud-américaine va jouer l'année prochaine Boca Juniors contre le Bayern Munich. On verra si ça continue dans cette série. Ça se peut. Regardez, on pensait que le PSG allait battre Botafogo et non. Donc on verra. Concernant ce match. Et concernant l'autre rencontre dans le même pool que le PSG, bien sûr, Botafogo, c'est entre Seattle et l'Atlético Madrid. Et c'est l'Atlético qui s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre. Donc là, le match avait lieu 3 heures avant le match du PSG. C'était à minuit. Coup d'envoi. Et l'Atlético, après la défaite 4-0, s'est remis dans
le chemin, on va dire, hein, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc belle victoire des Colchoneros. Donc voici les stats, ça a été un match serré. J'ai pas vu le match, mais regardez, il y a eu même plus de tirs côté Seattle. 16 pour Seattle, 15 pour l'Atlético Madrid. Et l'Atlético, c'est 7 tirs cadrés quand même, et c'est 3 buts qui ont été marqués. Et officiel concernant ce match, Griezmann est sur le banc. C'est qu'il est plutôt vraiment déçu. Alors, enfin, toute l'équipe de toute façon de l'Atlético avait déçu. Lors du match contre le PSG, il a fait un choix fort de mettre Griezmann sur le banc. Et c'est Sorloth qui a commencé titulaire. Bon, après Sorloth, il n'a quand même pas marqué, hein. Même s'il a commencé titulaire, il n'a pas été buteur, mais bon, son équipe s'est imposée, c'est ça le plus important. Et Diego Simeone, tiens, il revient sur la défaite de l'Atlético face au PSG. Il a dit le PSG était meilleur que nous, ils nous ont surclassé, les petites erreurs défensives ont joué en notre défaveur. Voilà ce qu'il a pu dire après ce revers il y a dimanche dernier, 4-0 contre Paris. Et du coup, ce classement, les gars, c'est quand même une surprise, les gars. Botafogo actuellement en tête, je pense que personne n'aurait misé sur Botafogo, être premier du groupe après 2 journées, en plus avec 2 victoires. Donc voilà, 6 points. Le PSG, 3 points. L'Atlético, 3 points. Et Seattle, 0 points. Donc tout se jouera lors de la dernière journée. Donc ça aura lieu lundi à 21 h. Les 2 matchs en même temps. Comme c'est quand il y a de l'enjeu, hein, c'est les 2 matchs en même temps. Donc le PSG contre Seattle. Seattle, 2 matchs de défaite. Donc Paris, de toute façon, obligation de s'imposer. Donc là, je pense que Luis Enrique, il a un peu fait tourner hier. Là, c'est un match où il y a de l'enjeu parce qu'il faut absolument gagner. Il va mettre la grosse équipe. Je pense que Nuno Mendes, tout ça, Marquinhos, Neves, Fabien Ruiz, tout ça, ça va commencer titulaire. Peut-être le retour de Dembélé, on espère. Donc voilà, il faudrait que Paris gagne. Et si Paris gagne, donc ça ferait 6 points. Et si l'Atlético gagne Botafogo, ça ferait 3 équipes à 6 points. On est d'accord? Si je dis le PSG et l'Atlético gagnent. Et du coup, ce serait qui se qualifierait? Donc ce serait par rapport à le goal average en gros. Voilà. Paris a des chances encore de finir à la première position. Voilà, ils peuvent finir deuxième, ils peuvent se faire aussi éliminer s'ils n'arrivent pas à gagner Seattle. Voilà, donc le destin est entre les mains bien sûr des joueurs du PSG. Il faudra absolument gagner contre Seattle, ça c'est sûr et certain si Paris va aller plus loin dans cette compète. On continue avec 2 autres matchs de cette Coupe du Monde des clubs. Un autre groupe, l'Inter Miami de Léo Messi contre le FC Porto. Et ça a mal commencé pour Miami qui perd 1-0. Samu Omorodio, donc l'attaquant espagnol de Porto, a été buteur au bout de 8 minutes de jeu, buteur sur penalty. Et après, ça a été le réveil de l'Inter Miami. Un but juste après la mi-temps, 47e. Et à la 54e, le chef-d'œuvre de Léo Messi. Coup franc direct et du coup, victoire 2-1 de l'Inter Miami face à un très faible Porto. C'est que Porto, les gars, voilà, c'est quand même très décevant. Lors de cette Coupe du Monde des clubs, déjà le premier match, il a été très moyen. Et le deuxième, ils ont seulement 1 point, ils avaient fait un nul lors du premier match. Ça sent très mauvais pour le FC Porto. Donc voici les stats. Bon, après Porto, plus de tirs. 14 tirs contre 6 seulement pour l'Inter Miami. Mais c'est bien Miami. Comme on a parlé un peu tard du PSG Botafogo, c'est l'équipe qui a moins tiré, qui s'est imposée. Il faut être plus efficace que son adversaire. Hier, Miami a été plus efficace que les Portugais. Et du coup, Miami s'offre l'équipe de Porto. Et l'homme du match, c'est lui. Un joueur que tout le monde connaît bien sûr, Léo Messi est élu homme du match. Il nous a sorti un banger donc hier soir. Donc surtout ce coup franc les gars, il y a un partout, 54e. On peut le voir juste à côté de l'arbitre. Et le coup franc est parti en pleine lucarne les gars pour Léo Messi. Magnifique but bien sûr de la part de la Pulga. Et Léo Messi a désormais inscrit son 68e but sur coup franc dans sa carrière. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'exercice, enfin de l'histoire sur cet exercice. On sait qu'il y a des très bons tireurs de coup franc comme Juninho à l'époque, un joueur brésilien. Il y en a aussi les autres qui sont très bons sur coup franc, mais lui quand même 68 buts sur coup franc. Ronaldo aussi très fort, bien sûr, CR7, mais 68 buts sur coup franc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même fou. Regardez, juste si on compare avec Grealish, lui c'est 58 buts, mais pas sur coup franc, lui c'est dans toute sa carrière. Mais même des buts inscrits sur penalty ou des buts dans le jeu, c'est 58 pour Grealish, et Messi c'est seulement 68. Mais sur coup franc. Alors, on ne prend pas en compte tous les autres buts qu'il a pu marquer. Et Messi, les gars, en 59 matchs depuis son arrivée à l'Inter Miami, c'est 75 buts et passes D cumulés. Voilà, les stats sont quand même exceptionnels, bien sûr, pour Léo Messi. Et Messi, du coup, avec ce nouveau but, donc il monte son total à 1250 buts et passes D dans sa carrière. Donc en tout, c'est 1106 matchs joués, que ce soit avec le Barça, beaucoup de matchs avec le Barça, l'Argentine, Miami, voilà, des clubs où il est passé. Donc c'est 1250 buts, ce qui fait 866 buts et 384 passes D. Tout ça font 1250 buts et passes D dans sa carrière. Exceptionnel, pour moi le meilleur joueur de tous les temps bien sûr, Léo Messi, et de loin. Messi en plus il a joué blessé contre Porto, c'est Mascherano, le coach de l'Inter Miami qui l'a dit, donc voilà, il avait quelques douleurs au quadriceps, mais la façon dont il courait était folle, sa présence n'était pas garantie avant le match, mais il a joué. Et soi-disant, d'après Mascherano, blessé, en tout cas, il a été élu homme du match, avec ce sublime coup franc. Et Messi, par rapport à ce coup franc, donc l'humilité de Léo Messi après son magnifique coup franc, donc j'ai bien pris le ballon, c'est bien pour l'équipe. Voilà, il n'a pas dit, ouais, c'est grâce à moi qu'on a gagné, non, il dit que voilà, c'est
il a bien tiré, et ça il a marqué, tant mieux bien sûr pour son club de Miami. Et record quand même pour l'Inter Miami qui devient la première équipe de l'histoire de la CONCACAF, donc le continent nord-américain, de s'imposer face à une équipe européenne en Coupe du Monde des clubs. C'était jamais arrivé, chose faite, une équipe on va dire américaine, pas une équipe européenne. Et moi je veux bien valoriser l'Inter Miami, mais Porto ça a été ridicule en deuxième mi-temps. C'est Walid Dercherchour, consultant sur DAZN, les gars, qui ne mâchent pas ces mots après la prestation des Portugais, qui ont énormément déçu. C'est qu'il y a quand même deux clubs portugais dans cette Coupe du Monde des clubs, avec le Benfica et bien sûr Porto. Et c'est vrai que Porto, les gars, c'est très décevant. C'est qu'il y a des clubs, on s'est dit, à Liverpool, le Barça, tout ça, elles auraient peut-être montré une bien meilleure figure que certains clubs européens qui déçoivent énormément là sur cette compétition. Donc il y a Porto, mais il y en a également des autres. Et concernant Rodrigo Moura, dévasté après la défaite du FC Porto contre l'Inter Miami, elle était très déçue bien sûr Rodrigo Moura, parce que là c'est compliqué. Pour Porto, il y a un point après 2 matchs, il faudra absolument gagner le 3e match, c'est même pas sûr qu'ils se qualifient. Donc voilà, on verra s'ils arrivent à se qualifier ou non. Et l'autre match les gars, c'était entre Palmeiras et Al Ahly, et Palmeiras s'est imposé 2-0. On peut voir un but contre son camp et un but de Lopez, 2 buts coup sur coup en seconde période. Donc voilà, on va regarder Palmeiras, c'est 11 tirs mais une frappe cadrée. Le deuxième but, ça a été un but contre son camp. Donc on a un tir cadré, un but. Voilà. Puis l'autre but, un joueur de Al Ahly a fait un cadeau. Et voilà, du coup, victoire 2-0 de Palmeiras. Et à noter que Estevao, qui en parlait d'égorger juste à l'heure, 2 matchs, 2 fois l'homme du match. Et bien lui, pareil, les gars. 2 matchs, 2 fois MVP. N'oubliez pas que ce joueur, après la Coupe du Monde des clubs, rejoindra l'équipe de Chelsea. C'est déjà officiel depuis l'été 2024, depuis un an. Il a été prêté 1 an à Palmeiras. Donc c'est un crack, vraiment. Il y en a plein qui le considèrent en gros Neymar quand il est à ses débuts à Santos. Voilà, on a hâte de le voir en première ligue, ce que ça donnera la saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les 4 rencontres qui ont été jouées là sur les dernières heures. Donc au programme aujourd'hui, donc 4 rencontres, toujours les horaires on les connaît, 18h, 20h, minuit et 3h du matin. Donc 18h, le Benfica contre Auckland. Auckland c'est très faible, c'est l'équipe la plus faible, c'est une équipe niveau national 3, elles ont pris 10-0 contre le Bayern, voilà, donc le Benfica la doit s'imposer. Flamengo Chelsea également à 20h ce soir. Ensuite donc il y aura Los Angeles contre l'Espérance Tunis et le Bayern Munich contre le Boca Juniors. Donc on parlait tout à l'heure des équipes sud-américaines qui n'ont toujours pas perdu, donc là il y a 2 gros tests pour Flamengo et Boca, une va jouer contre Chelsea et l'autre va jouer contre le Bayern Munich. On verra. On en reparlera demain si ça continue à ne pas perdre pour les équipes sud-américaines. En parlant de Boca Junior, on pense que ça va être chaud. Boca contre le Bayern à Boca, déjà leur premier match les gars, le stade était blindé c'était le Benfica où il y a eu 2 partout, il y a que des supporters du Boca, c'est qu'ils ont une grosse communauté, vraiment beaucoup de supporters sont venus, vont voir leur match, là, en plus c'est le Bayern en face, c'est très chaud. Et à noter que les gars, Ander Herrera il avait pris rouge, ils avaient pris 2 cartons rouges lors du premier match, il y a eu 3 rouges en tout, donc 2 pour le Benfica, enfin pour Boca Junior contre le Benfica. Donc Ander Herrera suspendu 4 matchs ferme pour avoir tenté de s'en prendre physiquement à l'arbitre lors du match contre le Benfica. En gros il a disjoncté, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Donc cette scène s'est déroulée lors de Boca Benfica, donc il sera bien sûr suspendu pour le match ce soir, même peut-être pour les prochains matchs et voilà de cette Coupe du Monde des clubs. Toujours avec ce mondial des clubs, à noter que l'équipe type de la première journée, donc hier là les matchs qui ont été joués, j'ai parlé de toutes les rencontres là. Et celle-là aussi, c'est des matchs de la deuxième journée. Mais sur la première journée, voici les meilleurs joueurs. Avec, par exemple, Sergio Ramos qui a été buteur avec Monterrey, buteur de la tête, il est dedans. Otamendi aussi qui a été buteur avec le Benfica, il est dedans. Vitinha qui a fait un gros match contre l'Atlético Madrid, il est dedans. On peut voir aussi Pedro Neto qui avait été buteur avec Chelsea contre Los Angeles. Kolo Muani, il a inscrit un doublé. Igor Jesus, qui avait été buteur. Il a encore été buteur hier, mais lors du premier match aussi, il avait marqué. Musiala aussi. Bon, après, ils ont mis seulement un joueur du Bayern, alors qu'ils ont gagné 10-0, parce qu'en face, c'était quand même très faible, Auckland. Donc voilà, parce que Musiala a quand même marqué le triplé. Donc voilà les meilleurs joueurs de la première journée. Et aussi, toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, par rapport à la première journée, donc tous les matchs, on peut voir en gros le pourcentage de supporters. Donc le match où le stade a été le plus rempli, enfin en pourcentage, chez Real Madrid à Hilal, 96% du stade était rempli, donc il y avait 62 415 supporters sur une capacité max de 64 767 supporters. Donc voilà, le stade est quasiment engagé fermé. Donc sinon on peut voir chaque match. Donc le match où il y a le plus de monde les gars, c'est quand même le match du PSG contre l'Atlético Madrid, le troisième là, 80 619, donc avec un pourcentage de 87% du stade rempli, vu que le stade est 92 000 places. Donc voilà, concernant bien sûr, on peut voir quand même les pourcentages sont pas mal, 94, 81. Bon après il y a des pourcentages très bas, comme Uslan Mamelodi où il y a seulement 13%, il y a seulement 3000 supporters sur un stade de 25 000. Mais sinon la plupart des matchs,
c'est au moins plus de 35%, on va dire. Bon, après, quand ça descend, c'est que c'est des équipes, on va dire, moins connues, hein, bien sûr. Mais sinon, les grosses équipes européennes, hein, il y a quand même eu pas mal de supporters dans les stades. On continue, on va parler du Real Madrid et surtout de Kylian Mbappé, qui n'a pas joué contre Al Hilal avant-hier. Et officiel, Kylian Mbappé, on a pris hier, hein, c'est un communiqué officiel du Real Madrid, il a été hospitalisé. Donc, il a besoin d'aller à l'hôpital. Hein. Donc, le Français souffre d'une gastro-entérite aiguë. Alors, on savait qu'il était fiévreux, tout ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas joué contre Al Hilal. Et vraiment, il est très malade, hein, Kylian Mbappé, les gars. Donc, il sera absent normalement pour le prochain match du Real Madrid. Donc, c'est après-demain. C'est dimanche soir à 21h. Le Real joue contre Pachuca, une équipe mexicaine. Et devrait de nouveau être forfait. Hein. Il était quand même à l'hôpital. Bon, il est ressorti de l'hôpital. Hein. Il est rentré hier. Il est sorti quelques heures après. Il a été observé par les médecins. Donc, le Français a retrouvé ses coéquipiers du Real et va continuer à suivre un traitement contre sa gastro-entérite aiguë. Voilà, il a très mal au ventre, tout ça, Kylian Mbappé. Donc, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On pourrait peut-être le voir. Ça m'étonnerait qu'on le voit là pour le match après-demain. Hein, il n'est pas à 100%. On le verra peut-être pour le troisième et dernier match, si ça va mieux, contre Salzbourg, hein, pour l'équipe madrilène. Et toujours du côté du Real Madrid, on va parler de Xabi Alonso, le coach, hein, a demandé un milieu type Toni Kroos hein, lors de la planification de la saison du Real Madrid. Le club a refusé, affirmant que l'effectif au milieu de terrain est suffisant. Il est arrivé, puis il a dit à Pérez, moi j'aimerais bien avoir un joueur là, style Toni Kroos au milieu. Pérez lui a dit, Pérez c'est le président du Real, hein, Florentino, il lui a dit non, on a déjà ce qu'il faut au milieu de terrain. En gros, il a reçu un nom, Xabi Alonso. On continue avec Nico Williams. Vous savez que ce joueur, les gars, on en parle beaucoup là ces derniers jours parce qu'il y a des grosses rumeurs concernant une arrivée au Barça. Là, on voit l'écusson du Bayern à côté. Qu'est-ce qui se passe avec le Bayern? Que Nico Williams a rejeté une nouvelle offre en gros du Bayern Munich dans les dernières 48 heures. Il ne veut pas aller au Bayern, il veut aller au Barça. Donc ça, c'est clair. Le club allemand a tenté un nouveau coup, mais l'ailier reste ferme dans sa décision et veut absolument rejoindre le FC Barcelone. Voilà, il dira non à tous les autres clubs à part le Barça. Voilà, pour l'instant, le Bayern, c'est pas possible. Après, ça peut être une option. Si du côté du Barça, c'est pas possible. Hein. Et Bilbao, son club actuel aussi, hein, Bilbao, tente de convaincre Nico Williams de refuser le Barça et de prolonger son contrat. Ils sont même prêts à lui proposer plus d'argent que ce que propose le Barça en salaire. Non. Il veut aller du côté du FC Barcelone. Donc pour l'instant, ça discute, hein, bien sûr. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines. Hein, voilà, ça peut être long, hein, bien sûr, le feuilleton. Nico Williams. Et d'après Fabrizio Romano, donc lui il dit hein, qu'il y a un accord déjà trouvé entre Nico Williams, le joueur, et le Barça. Donc là, les deux parties sont OK. Hein, bien sûr, ce sera un salaire de 7 à 8 millions d'euros net par an. Hein, Bilbao, les gars, pour le prolonger, il serait prêt à lui proposer 10 millions d'euros net. Donc il pourrait toucher plus à Bilbao que du côté du Barça. Mais pour l'instant, lui veut aller du côté du Barça. Et Fabrizio Romano dit qu'il y a un accord entre le joueur et bien sûr les clubs blaugrana. Maintenant, il faut trouver un accord entre le Barça et Bilbao. Et c'est ça, bien sûr, le plus compliqué. Et en cas d'arrivée hein, de Nico Williams, parce que c'est faisable quand même, hein, donc le potentiel la potentielle attaque du Barça saison prochaine avec Lamine Yamal, ailier droit, Nico Williams, je pense, ailier gauche. Du coup, Rafinha changerait de position et jouera en numéro 10 et Lewandowski en numéro 9. Hein, ça peut être très lourd, hein, bien sûr, la saison prochaine pour les Blaugrana. On continue avec Kingsley Coman sur son avenir. Je veux rester au Bayern Munich. Hein, ça fait quand même pas mal d'années, au moins 7-8 ans qu'il est au Bayern. Et pourtant, il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être partir, mais lui, il a confirmé, tiens, il y a quelques jours, qu'il veut rester au Bayern Munich encore une saison prochaine. Donc on verra parce qu'il peut dire ça, mais il peut être, bien sûr, être transféré lors du mercato. Arsenal va payer plus que la clause de 60 millions d'euros de Martin Zubimendi pour faciliter le deal. Donc le joueur devrait débarquer du côté d'Arsenal, mais Arsenal pourrait être sûr de l'avoir et vont payer plus que sa clause libératoire. Elle a 60 millions d'euros, du coup ils vont peut-être payer 2-3 millions en plus pour être sûr d'avoir tout simplement le joueur qui devrait débarquer du côté des Gunners. La Juventus Turin vise la Ligue 1 pour se renforcer. Donc la Juve suit de près 3 joueurs du championnat. Donc Jonathan David en fin de contrat dans 10 jours. On est le 20. Plein de joueurs en fin de contrat le 30. Donc David, un gratuit, il faudra lui donner une première signature, mais il est libre dans 10 jours. Donc Elias Benseguir et aussi Guillaume Rest. Le club compte sur Damien Comolli pour cibler les talents du championnat français. Voilà. Et tous ces Damien Comolli, je crois qu'il travaillait à Toulouse à l'époque. Et là, il a débarqué à la Juventus Turin. Et voilà, en gros, il a conseillé à la Juve de prendre ces joueurs-là pour la saison prochaine. Des nouvelles, de Dimitri Payet a été mis en examen pour violence psychologique au Brésil. L'ex-joueur de l'OM est poursuivi par son ancienne amante, Larissa Ferrari, après des faits présumés survenus dans leur relation entre 2024 et 2025. On en avait parlé, Payet a des problèmes avec la justice par rapport à son amante. Il est marié quand même, Dimitri Payet. Donc voilà, il est quand même toujours mis en examen. N'oubliez pas que c'est officiel, il n'appartient plus à l'équipe de Vasco da Gama qui a résilié son contrat.
contrat. Il possède un talent incroyable, hein, donc Pep Guardiola sur Ryan Cherki, donc Kevin De Bruyne est difficile à remplacer sans aucun doute pour sa qualité, mais le club a également choisi Ryan car il possède un talent incroyable près de la surface, une excellente vision du jeu et une excellente qualité de passe. Hein. Je suis vraiment content qu'il soit ici, même s'il a pas non plus loupé son premier match, hein, parce que c'était une première, mais il est passé un peu à côté. Hein, sa première rencontre, Cherki qui a perdu beaucoup de ballons, qui a été très peu influent et très peu, on l'a pratiquement pas vu. Bon, il faut lui laisser du temps, il vient à peine d'arriver, en plus dans un club comme City. Voilà, donc Guardiola est très content, on va dire, déjà d'avoir le joueur hein, dans l'équipe et sait qu'il a un énorme potentiel. Je me fiche du Ballon d'Or, donc Luis Enrique interrogé sur le Ballon d'Or tout ça avant le match, hein, voilà, contre Botafogo, parce que là après il ne parlait même pas du Ballon d'Or après la défaite, mais il a dit il y a plein de joueurs, hein, outre Ousmane hein, qui pourrait le gagner. Personnellement, mon favori c'est Ousmane et Vitinha pourrait aussi le gagner. Hakimi aussi, Fabien Ruiz et d'autres joueurs de l'équipe comme Marquinhos, Pacho, Mendes, tous mes joueurs en gros ils disent qu'ils peuvent gagner le Ballon d'Or. Bon, pour l'instant, hein, ça se joue entre Lamine Yamal et bien sûr Dembélé. C'est vrai que Dembélé on n'a toujours pas vu pendant ces Coupes du Monde des clubs. Il faudrait que Paris aussi se qualifie hein, bien sûr pour les tours suivants pour avoir encore plus de chances pour Dembélé bien sûr de gagner ce Ballon d'Or. Liverpool s'intéresse à Marguerite, donc défenseur sous-côté, parce que pour moi je le trouve vraiment bon hein, ce joueur. Déjà, il joue en équipe anglaise, en plus titulaire avec la sélection anglaise, et il pourrait aller à Liverpool. Le club anglais aurait eu des contacts avec le défenseur de Palace, pressenti pour quitter le club cet été. Donc l'anglais est considéré comme un possible successeur de Jaren Quansah en cas de départ. Et Quansah, on en parlera dans quelques photos, qui devrait partir hein, Quansah. Et du coup, Marguerite pourrait être son remplaçant du côté des Reds. Des nouvelles de Paul Pogba qui s'exprimera ce dimanche, donc après-demain, dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Donc durant cet entretien, il évoquera plusieurs sujets comme les transferts, hein, où il pourrait jouer, peut-être il pourrait donner quelques indices, la famille ou encore le dopage hein, qu'il a eu là, ces derniers temps. Et Pogba hein, se serait déjà penché sur les questions logistiques en vue d'une arrivée à Monaco, appartement, chauffeur, sécurité. Donc d'autres sources assurent aussi que le Français attend une éventuelle offre d'Arabie Saoudite pour se décider sur son avenir. Voilà, concernant la situation de Paul Pogba. Crystal Palace attaque le dossier Diomandé, donc le club londonien est en discussion avancée avec le Sporting pour recruter le défenseur ivoirien. Le joueur et Glasner sont ok, donc voilà, lui c'est un défenseur et tiens, on parlait juste avant de Crystal Palace, hein, parce que là c'est Palace qui sont intéressés par Diomandé, donc en cas de départ de qui Diomandé bien sûr pour être son remplaçant. L'équipe de Como est une équipe en Italie compte frapper fort pendant ce mercato. Le club italien est prêt à dépenser 100 millions d'euros lors de ce mercato estival. 100 millions d'euros, c'est comme une somme énorme. Hein. L'objectif de Como la saison prochaine, se qualifier pour l'Europe. Donc là, l'objectif cette saison, c'était le maintien. Ils l'ont eu. Hein. Et la saison prochaine, c'est de viser l'Europe. Voilà, avec Fabregas, bien sûr, aux têtes de cette équipe. Et regardez, hein, les joueurs quand même qui citent Como. De Como a pris contact avec Alvaro Morata via Fabregas, hein, qui connaît très bien, bien sûr, Morata. Ils vont vraiment nous sortir un mercato de dingue, hein, bien sûr. Parce qu'oubliez pas qu'ils ont une enveloppe comme de 100 millions d'euros. Ils peuvent faire, bien sûr, de bons joueurs. Ils ont déjà acheté Baturina, donc un milieu croate de 22 ans, un crack du Dynamo Zagreb pour 22 millions d'euros. Voilà, c'est pas fini. Le mercato, bien sûr, du côté de Como. Florian Wirtz a atterri à Manchester. Hein. J'avais parlé en début de semaine que normalement, Wirtz, hein, le jeudi, donc hier, il arrivait à Manchester. Pas pour signer à Manchester, mais pour après aller à Liverpool, bien sûr. Donc, regardez, il est bien arrivé. Hein, son jet est arrivé. Donc, aujourd'hui, normalement, ce vendredi, visite médicale. Et peut-être ce soir, si tout est OK, voire demain, ou peut-être après-demain. On n'est pas quelques heures près. Il va s'engager du côté de Liverpool. Le crack allemand est arrivé hier à 16h42 pour passer ses examens avec Liverpool dans la soirée. Bon, peut-être qu'il les a passés hier ou peut-être qu'il a passé une première partie de sa visite médicale hier, peut-être la deuxième partie aujourd'hui. Mais voilà, hein, ça se peut qu'aujourd'hui ça soit officiel. Peut-être demain, j'ai dit la signature de Wirtz hein, du côté de Liverpool, hein, même s'il atterrit à Manchester, parce que l'aéroport à Liverpool, il faut la Manchester. N'oubliez pas que Manchester et Liverpool, hein, c'est proche hein, quand même comme ville en Angleterre. Et concernant Wirtz, on va parler de ses parents. Hein, donc jackpot hein, pour les parents de Wirtz. Hein. Donc les parents de Wirtz vont recevoir 8,6 millions d'euros grâce au transfert de leur fils à Liverpool. En effet, les parents de Wirtz agissent comme ses agents et l'ont représenté lors de son arrivée à Liverpool. Il est très rare que des joueurs de très haut niveau, parce que lui c'est un joueur de très haut niveau bien sûr, aient leurs parents comme agents. Parce que souvent les très grands joueurs ont des agents spécialisés, mais le joueur il choisit qui veut. S'il veut prendre ses parents, c'est eux qui ont fait les démarches, en gros les parents de Wirtz, et du coup ils vont toucher une commission comme n'importe quel agent. Et pourrait toucher plus de 8 millions d'euros de commission les parents de Wirtz. Hein, donc ils ont très bien géré le futur transfert probable bien sûr de leur fils. Pour Manu Koné, Ryan Cherki c'est plus fort que à chaque fois en gros cette personne là à côté lui présentait les joueurs
Et il a dit que Cherki actuellement c'est plus fort que Lamine Yamal hein, quand même. Voilà, Rodrigo, Désiré ou Florian Wirtz. Hein. Donc voilà, bon, il y en a que je suis d'accord, mais il y en a que je suis pas d'accord. Pour moi, Lamine Yamal est actuellement meilleur. Hein. Je pense que Ryan Cherki. Le PSG va devoir verser 1,3 million d'euros à Adrien Rabiot. Le million français a obtenu gain de cause hein, dans l'affaire Le Lyon au club parisien. La Cour d'appel de Paris a requalifié ses contrats avec le PSG de CDD en CDI. Bref, le PSG doit verser 1,3 million d'euros à Adrien Rabiot. Des nouvelles tiens de Jules Koundé, accord verbal trouvé entre Jules Koundé et le Barça pour une prolongation de contrat. Le défenseur français souhaite rester au club. L'accord définitif hein, devrait être conclu dans les semaines à venir parce que pour l'instant le Barça est focus vraiment 100% là sur Nico Williams. Donc lui, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Mais dans les futures semaines, mais voilà, l'accord verbal est trouvé entre le joueur et le Barça pour une prolongation de contrat. Les hommages à Bernard Lacombe ont commencé au Groupama Stadium. N'oubliez pas que Bernard Lacombe hein, est décédé là, il y a quelques jours. Donc légende lyonnaise éternelle, adieu monsieur Bernard Lacombe. Hein. Voilà, par exemple là, les banderoles qu'on pouvait voir du côté de Lyon hein, par rapport à la disparition de Lacombe. On continue, on va parler tiens, de Lamine Yamal et Neymar passent leurs vacances ensemble. Hein. J'avais dit qu'un Lamine Yamal il y a quelques jours. On a pu le voir en photo du côté de Rio de Janeiro, au Brésil, bref. Donc ça y est les gars, il y est là, regardez, un Neymar sur sa story Instagram, il filme Lamine Yamal. Donc c'est que les deux sont tout simplement ensemble. Ils ont pu faire une photo bien sûr, mais pas que Lamine Yamal, son idole c'est Neymar. Donc lui c'est un kiff, hein, c'est un rêve bien sûr pour Lamine Yamal de rencontrer son idole Neymar. Hein. Donc voilà, ils s'amusent avec leurs amis. Hein, ils ont même pu échanger des maillots, l'un pour Santos et l'autre avec bien sûr le FC Barcelone. Hein. Et il tient toujours avec Lamine Yamal, donc avant d'être... au Brésil avec Neymar, il était avec cette influenceuse espagnole, j'ai dit, donc avant il était je crois en vacances, je ne sais plus trop, je crois que c'était en Italie, hein. Maintenant il est au Brésil. Bon, Fatih Vasquez a réagi aux rumeurs autour de Lamine Yamal, donc elle a dit je suis critiqué, c'est injuste, hein. D'abord j'ai pas 30 ans, j'ai 29 ans, voilà. Donc je n'ai rien fait de mal, je n'ai blessé personne, hein. Quand c'est un homme plus âgé, personne ne dit un mot, mais quand c'est une femme avec un homme plus jeune, hein, soudain ça devient un problème. Je viens de passer quelques jours avec Lamine, ce qui est exactement ce que montrent les photos, et c'est tout. Voilà, donc voilà ce qu'elle a pu dire, mais elle a été beaucoup critiquée parce que voilà, il y a beaucoup d'années d'écart entre les deux. Elle dit que voilà, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. C'est vrai, bon, on n'a pas dit qu'ils étaient ensemble, hein, j'en sais rien, ils sont ensemble, mais ils ont passé en gros les vacances ensemble. Lamine et cette influenceuse est toujours tiens avec Lamine. Hein. Je pense que l'écart avec nos adversaires va se sentir encore plus chaque année. Donc Lamine Yamal prévient, l'écart va se creuser entre le Barça et ses concurrents. Hein, on pense peut-être au Real et à l'Atlético. Hein. Donc pour l'instant ce n'est pas flagrant, mais ça le sera. Chaque année je vais gagner en expérience et progresser dans mon jeu. Mon corps changera, je vais me sentir plus à l'aise hein, sur le terrain avec mes coéquipiers. Donc en gros, il dit qu'il va être de plus en plus fort Lamine Yamal et du coup que... il va être tellement fort en gros qu'il n'y aura même plus de concurrence. Voilà, en gros, c'est ce qu'il veut dire hein, dans ses propos. On verra. C'est que déjà, ce qu'il montre à 17 ans, n'oubliez pas, tiens, il va fêter bientôt ses 18 ans dans 3 semaines à peu près, le 13 juillet prochain. C'est les 18 ans de Lamine Yamal. Le nouveau maillot du PSG réalise le meilleur démarrage de vente de son histoire. Hein, ce maillot qui est sublime hein, avec le quadrillage Tour Eiffel, on va dire, en plein milieu du maillot. Bref, les ventes du maillot domicile 2025-2026 hein, se vendent 37% de plus que le maillot de l'arrivée de Léo Messi lors de la première semaine. Et surtout là, le PSG vient de gagner la Ligue des Champions. Donc tout le monde veut ce maillot. Voilà, tout le monde veut représenter en gros. Enfin, les supporters parisiens veulent représenter bien sûr le PSG en achetant le maillot. Hein. Donc le graphisme Tour Eiffel détrône ainsi de 10% le maillot. Le troisième maillot de Jordan de la saison 2020-2021 qui détenait le record du maillot le plus vendu voilà, de l'histoire du PSG, enfin celui qui avait commencé le meilleur démarrage. Et ben, ce maillot-là, c'est pour l'instant un record. Voilà, c'est le meilleur démarrage de vente de son histoire, ce maillot domicile du PSG. On continue avec Jarell Quansah, tiens qu'on parlait tout à l'heure, hein, où je disais que peut-être Marguerite pourrait arriver à Liverpool parce que Quansah pourrait partir. Et ben il est proche du Bayer Leverkusen, voilà ce joueur. Donc un accord total aurait été trouvé entre le joueur et le club allemand. Les discussions avancent avec Liverpool pour un deal estimé à 40 millions d'euros. La Ligue des Champions féminine arrive sur la chaîne Équipe, hein, c'est bien la chaîne Équipe, ils ont pas mal de compètes. Hein. Il y a par exemple la Super Coupe d'Europe, de temps en temps ils ont aussi des matchs de l'équipe de France Espoir. Il y a aussi d'autres compétitions et là aussi la Ligue des Champions féminine qui était sur DAZN, ben, elle sera sur la chaîne Équipe, hein, c'est une chaîne en clair hein, qu'on pourra suivre la saison prochaine, enfin c'est après maintenant du football féminin.
André Onana fait toujours partie des plans de Ruben Amorim mais n'est pas intouchable en cas de départ. Hein. Donc Martinez serait prêt à rejoindre les Red Devils, voilà, du côté de Manchester. Donc Onana pourrait rester mais il ne sera pas intouchable. Ça veut dire que ça se peut quand même un autre gardien débarque hein, et que il perd sa place de numéro 1, André Onana. Donc Martinez, n'oubliez pas, le gardien argentin d'Aston Villa devrait partir d'Aston Villa et pourquoi pas rejoindre Manchester. Saoud Abdoulhamid donc, préfère le TFC au Racing Club de Lens. Donc le prêt du piston droit de l'AS Roma Toulouse est imminent. Voilà, il devrait débarquer du côté de la Liga. Granit Xhaka plaît beaucoup à l'AC Milan. Donc le club italien a entamé des discussions directes avec Leverkusen. Le joueur est très ouvert à rejoindre le projet milanais au milieu de terrain. Surtout que Milan a perdu comme des joueurs comme Reinders. Bon, il n'a pas le niveau de Reinders, mais voilà, ça pourrait être son remplaçant peut-être, Granit Xhaka, du côté de l'équipe milanaise. La Juventus Turin est intéressée par le profil de Naïef Aguerd, un défenseur marocain de l'équipe de la Real Sociedad. Pas mal d'équipes intéressées comme Marseille par exemple, mais la Juventus Turin également intéressée. On continue avec une info officielle, c'est Abate, ancien joueur de l'AC Milan par exemple, ou même de la sélection italienne, hein, et le nouvel entraîneur de Juve, Stabia, donc 5e de Série B la saison passée. Hein, il était même trop cheaté sur FIFA l'ancienne. C'est que moi FIFA, je ne cache pas, je joue plus du tout à ce jeu depuis 2-3 ans, mais ouais, il y a 4-5 ans les gars, ce joueur était dans le jeu, et c'est vrai qu'il était très fort, hein, je me souviens au poste de défenseur droit, Abate. Hein. Et tiens, toujours avec les entraîneurs, et du côté de l'Italie, Parme vient de nommer son nouveau coach, et un coach de 29 ans, n'oubliez pas que Parme a perdu Chivu, hein, Chivu est parti à l'Inter Milan, l'ancien coach. Il fallait trouver un nouveau coach et c'est lui les gars. Il s'agit de Carlos Cuesta qui est adjoint de Mikel Arteta dès l'âge de 25 ans. C'était l'adjoint de Arteta et lui maintenant prend son équipe tout seul. Il devient le plus jeune entraîneur des 5 grands championnats à 29 ans. Il entraîne déjà une grosse équipe européenne, hein, donc l'équipe de Parme. Newcastle rejoint la course pour Marcus Rashford. Hein, donc le club anglais veut concurrencer Aston Villa et Barcelone pour relancer l'attaquant anglais. Donc pour l'instant, il appartient à Manchester United. Il a été prêté à Aston Villa. Donc Villa souhaiterait le conserver. Newcastle aussi serait très intéressé. Bon, il y a le Barça, mais pour l'instant, le Barça, je pense qu'ils ont laissé de côté hein, la piste Rashford. Hein, la priorité reste Nico Williams. Et on finit aujourd'hui avec Donnarumma. Les discussions se poursuivent entre Donnarumma et le PSG pour une prolongation de contrat. Une réunion a eu lieu entre les représentants de l'Italien et le PSG, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment parce qu'on n'oublie pas que Donnarumma est en fin de contrat dans un an. Et pour l'instant, voilà, ça discute et ça pourrait peut-être déboucher sur une prolongation pour le gardien italien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr, hein, samedi, hein, pour le prochain numéro. À demain.